Donc ça y est, normalement, nous sommes en direct. Donc, première chose, partager. Nous sommes en direct. Pouce bleu et partage d'office dès que vous rentrez sur la chaîne. Merci à vous. Donc, le rendez-vous est pas mal. Donc déjà 149 personnes, parfait. Pensez au pouce bleu et partagez immédiatement sur vos réseaux. Je vais partager moi aussi. Je vais mettre le lien pour ceux qui ne sauraient pas le chercher. Je vais le mettre tout de suite dans le chat de tout le monde. Voilà. Ça y est, vous avez, pour nous, dans la salle, vous avez ce qu'il faut. Et je vais le partager aussi sur YouTube, enfin sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà. Ça y est. « 222 visionnages en cours. » Parfait. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir en tout cas. Allô, président numéro 38. Nous sommes... j'ai oublié de mettre la date. Le 21 mai. Donc, on va tout de suite corriger ça en attendant. Donc, agriculture et élevage, l'OMS prévoit une pénurie. Et voici le titre de ce soir. Donc, évidemment, quelque chose qui va intéresser tout le monde puisqu'il s'agit de manger. Comme d'habitude, on va commencer vers 20h, 20h35 à peu près, le temps que tout le monde arrive. Voilà. Il est 20h34 et nous avons 300, presque 400 personnes. Pensez à tout de suite mettre les pouces bleus, comme ça vous êtes tranquille et on arrive à mieux référencer la vidéo. Donc ce soir, agriculture et élevage, l'OMS prévoit une pénurie. Partagez, prenez ce temps de partager. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Évidemment, les agriculteurs sont à l'honneur, les éleveurs aussi. Bonsoir de l'Allier, pas loin de Vichy, Roanne ou Roanne, pas loin de Paray-le-Monial, pas loin de Moulins. Vous avez le bonsoir et le bonjour
du 74, du département 11, du 51, du 44, du 83, ben dis donc, du 13, il y a pas mal de monde de toute la France. Bravo à vous. Bravo de votre implication. Bravo. Pensez à partager. Encore, il est 20h36. Delphine, tu peux me redonner le numéro d'Adrien ou l'appeler directement? Oui, d'accord. J'arrive pas à retrouver son numéro. Ah, ça y est, je suis en train de l'appeler là. Ouais, Adrien, qu'est-ce que tu fous là? Tout le monde est en train de t'attendre. Allô? A priori, son téléphone ne répond pas. Il est sur Je viens de messagerie. l'avoir, là, il vient de répondre. Et puis ça a Ah, coupé parce que je n'ai pas de couverture ici. ah. Allô? Voilà. Bien. Bientôt, il y aura des clapiers sur les plages. C'est bien. Allez. Ah, Pascal, j'ai un gendarme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pascal. Bonsoir Pascal en tout cas. Il dit bonsoir à tous. Pour info, j'ai un gendarme qui doit me rappeler pour un rendez-vous la situation actuelle et lui faire connaître le CNT. Voilà, bravo. Tout le monde est en train de t'attendre là, sur le direct. Voilà, bravo. Bravo Pascal, c'est bien. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Tous les gens sont, même s'ils sont pas chauds pour s'inscrire au CNT, l'idée. Bonsoir le Mexique, bonsoir la Guadeloupe, bien sûr, bien sûr. Alors, les agriculteurs, Delphine, il y a peut-être trop de pages parce qu'Adrien est là, il fait des signes et on ne lui ouvre pas le micro. Ah bon? Ah bah, c'est normal, j'ai pas encore donné le micro, j'attendais. Bon, alors c'est bon, J'étais ça là, va. c'est normal. On a mis la Ok, mise. bon, je vais commencer la présentation. Voilà, je Allez, t'active d'accord. ton micro, Adrien, et puis je te mets en priorité. Et Merci. voilà, on va pouvoir commencer. Eric va faire une introduction. Et donc aujourd'hui, l'agriculture et les éleveurs et les agriculteurs sont à l'honneur. Nous avons Adrien qui fera un exposé. En avant, en introduction, Éric Furiel, bien sûr, notre président de ce gouvernement de la France libre. Je rappelle tout simplement que vous êtes donc sur la télévision officielle du gouvernement de la France libre, représentant le Conseil national de transition. Derrière, vous êtes tous acteurs, bien sûr, de ce gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes nombreux et en salle et sur ce live même. Et vous pouvez interagir. Nous avons toute une équipe qui remonte les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir, le thème, je répète, agriculteurs et éleveurs. L'OMS prévoit une pénurie. Donc, à Eric pour l'introduction. Merci. Je ne me vois pas du tout, donc je ne sais pas s'il y a du son, s'il y a de l'image, ni rien du tout. Bon. Tout va bien. Est-ce que c'est bon? Je ne sais même pas comment c'est orienté. Bah, tu regardes ta caméra et puis tout va bien. Tout ira bien. Voilà. Bon, bonsoir à tout le monde. Il y a quelques nouvelles.
Je vous balance un petit peu tout en vrac. Il y a beaucoup de transports de troupes, beaucoup de mouvements de nuit, d'hélicoptères, d'avions, de drones, pas mal de troupes transportées. On ne sait pas si elles sont françaises ou américaines. Voilà, c'est un petit peu les nouvelles. Pour l'instant, beaucoup de choses ont l'air de s'agiter aussi à l'intérieur des casernes et des gendarmeries. Et puis, tout ça, on ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Sinon, beaucoup de gens qui, dans les questions, demandent toujours oui, mais quand est-ce qu'on agit? Quand est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, à partir du moment où on a mis un programme en route il y a maintenant quelques temps qui permet l'intelligence commune, permet donc qu'on puisse trouver des solutions par l'intelligence et donc en essayant de rester dans le pacifisme le plus complet, eh bien, ça demande maintenant de respecter cette structure qui a été décidée par cette intelligence collective que vous représentez tous. Et donc aujourd'hui, on est en route déjà pour aller dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que demain, on va se lever à 6 heures du matin pour tous monter à l'assaut de Paris, bien sûr. Donc, il y a un programme en cours, il est en marche maintenant, et puis il n'y a plus grand-chose qui devrait pouvoir l'arrêter, et ça devrait pouvoir aboutir. Maintenant, si vous voulez vous y joindre, il faut nous rejoindre, et puis c'est tout. Et vous pouvez appuyer ce programme si vous voulez faire partie de ce nouveau monde qui va se mettre en place. Et donc, c'est maintenant, de toute façon, la marche en avant, elle est inexorable. Maintenant, vous dire c'est pour demain, non, c'est pas pour demain, c'est un petit peu plus tard. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, une nouvelle essentielle, je crois qu'on en parle beaucoup, c'est cette fameuse pénurie qu'annonce l'OMS, qui est en fait une préparation pour continuer à maintenir tous les Français et tous les peuples du monde dans une forme de confusion. Et j'ai eu des contacts avec aujourd'hui des Américains et aux États-Unis, vous avez une déclaration tout à fait étonnante de plusieurs policiers qui font des vidéos pour dire que ça y est, c'est vraiment la fin et que là, le peuple américain est vraiment au bord de la guerre civile chez eux. Et donc, c'est dans pas mal de pays que c'est vraiment, ça s'approche du moment de rupture. Alors, faisons les choses dans le calme, montrant que nous, Français, on est capable de les gérer intelligemment et de les mener à bien, sans violence, sans révolte civile, sans guerre civile qui nous ferait du mal à tous. Et donc, je crois on est dans cette voie. Un dernier petit mot, c'est à propos d'un monsieur qui s'appelle le Marquis, je crois, qui a fait une vidéo pour parler un petit peu du CNT, de cette organisation qu'on fait. Et à lui, je dis bien clairement que c'est quelqu'un qui s'exprime avec justesse, qui réfléchit, qui ne dit pas n'importe quoi, même si, comme nous tous, il peut parfois avoir des fausses informations, des fausses impressions et s'orienter des fois mal. Ça peut arriver à tout le monde quand on voit toute cette confusion qu'il y a sur les réseaux. Mais en tous les cas, il sait garder cette raison qui fait qu'il analyse les choses assez justement et qu'il a bien compris que notre message qui passe maintenant, qui se diffuse de plus en plus sur cette liste qui a été élaborée par l'ensemble des membres de ce CNT, et je vous rappelle quand même qu'ils ne sont pas loin de 100 000 maintenant, donc à participer globalement, ce qui fait que chacun a donné les noms de gens qu'il pensait être des personnes de bonne aloi, des personnes de vraie moralité, sincères, qui ne sont pas là pour essayer de se faire un nom, une place ou de l'argent. Et donc, ils ont estimé que le marquis et puis un tas d'autres qui sont nommés sur cette liste étaient donc des gens dans cet esprit-là. C'est eux qui l'ont pensé. C'est pourquoi ils apparaissent sur cette liste. Ceux qui ne sont pas du tout dans cet esprit, on s'excuse de les avoir nommés, et puis de toute façon, ils n'ont qu'à pas répondre à l'appel. Et puis c'est tout. Ils faisaient semblant, ils ont fait croire aux gens qu'ils voulaient défendre la France et des valeurs nobles. Les gens ont été embobinés, l'ont cru. Bon, ils se le reprochent à eux-mêmes, il ne fallait pas raconter n'importe quoi. Donc, si ils ne veulent pas répondre à l'appel du gouvernement légitime de la France, c'est tout à fait leur droit de rester des marginaux autant qu'ils le voudront. Donc, en attendant, les gens qui réfléchissent, qui analysent et qui écoutent correctement les termes ont bien vu qu'il s'agissait d'un appel. Et donc, ce monsieur qui s'appelle le Marquis, qui fait d'ailleurs souvent des bonnes vidéos, a parfaitement compris que c'était un appel et pas plus.
Voilà, maintenant la parole à Adrien qui connaît cette profession de l'agriculture assez bien et qui lui-même dit qu'en 1 heure et demie, il n'est pas possible d'aborder tous les aspects de ce métier. Mais en tous les cas, déjà, pour cette première sur ce sujet qui est important puisque c'est celui qui nourrit la France et que la France en échange maltraite ses paysans de manière honteuse et depuis très longtemps. Je crois que c'est un vrai plaisir d'écouter des gens comme lui qui vont nous rapprocher un peu de la vraie nature, de la vraie terre et de notre vraie capacité à être absolument autonome sur le plan alimentaire. La parole à Adrien. Merci de votre écoute et de votre attention. À toi, Adrien. Merci. Bonjour à tout On le va monde. tous couper nos vidéos pour augmenter le flux et ne pas risquer de le couper ou quitter même la salle Zoom. Oui, s'il y a des problèmes techniques, il vaut mieux fermer les micros en tout cas et éventuellement les caméras parce que bon, des fois ça passe très bien et des fois ça passe moins bien. Est-ce que vous me mettez en écran complet? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ah, ben moi je me vois dans… C'est normal, c'est chez toi. Mais Bon, sur le Zoom, sur YouTube, c'est toi qui passe en bon premier. d'accord, parfait. Voilà. Bon, bonsoir à tout le monde. Bon, je n'ai pas la prétention de vous instruire sur quoi que ce soit dans le domaine agricole, juste de partager avec vous mon expérience de vie d'agriculteur et d'un parcours un petit peu marginal par rapport à ce que tout le monde connaît, quoi. Donc, très tôt, j'étais attiré d'apprécier la nature, de vivre dans la nature. Donc, très jeune, j'ai voulu envisager de vivre dans cette nature et d'y trouver une profession qui me permette de vivre. Et vers 12 ans, 15 ans, déjà, je me posais la question, parce que j'avais reçu un peu des paroles de sagesse, du style le commencement de la sagesse, c'est avant tout de ne pas nuire, ou alors de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Des phrases comme ça qui m'ont marqué jeune. Et du coup, dans le choix de mon métier, j'ai été très vite dirigé dans cette direction, puisque de toute façon, je voulais vivre proche de la nature, dans la nature. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, très vite, malgré que c'était dans les années 60-70, on était déjà branché biologie et à faire le tri entre le bon et le mauvais dans le domaine agricole. Et du coup, très vite, on s'est dirigé vers la bio, mais je n'ai pas suivi une instruction, une éducation dans ce domaine-là. Je suis autodidacte et j'ai appris sur le tas en travaillant chez un agriculteur biologiste, etc. Et puis, petit à petit, j'ai été amené à prendre connaissance des différentes méthodes, les plus classiques, les plus connues, jusqu'à celles les plus, disons, marginales, entre guillemets. Et ça a commencé à l'époque avec Jean Pin. Jean Pin était un garde forestier dans la région de Draguignan et il s'occupait donc de gérer la forêt et il était amené à débroussailler pour faire des coups-feu et de débroussailler des quantités énormes de broussailles. Et chez lui, c'était principalement du romarin. Et donc, très vite, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avec cette végétation et que ça ne soit pas perdu, simplement. Et puis, je ne connais pas par cœur son parcours, mais il a remis au jour une méthode dite des Templiers. Bon, à mon avis, c'était déjà connu bien avant, mais en tout cas, les Templiers pratiquaient cette méthode de culture, c'est-à-dire, comme ils étaient nombreux à vivre en communauté, c'était facile, ils n'avaient pas de broyeur, mais par contre, ils coupaient les végétaux à la main, ils les coupaient très, très fins,
et ils faisaient du compost végétal avec. Et normalement, c'était la principale base de leur culture. Et ils avaient des très gros rendements, ils couvraient beaucoup de marchés, et c'est ce qui a fait aussi leur réputation et leur fortune. Mais ça n'est pas mis en avant dans les connaissances. Et Jean Pain, à l'époque, en a parlé en disant que voilà, il avait retrouvé cette méthode des Templiers et qui leur permettait d'avoir des résultats en agriculture extrêmement importants. Donc, lui, il a fait son parcours, il a fait son travail. Comme il était à Draguignan, son terrain était du rocher et il a fait du compost, il a coupé sa broussaille, il a fait du compost et il a fait un essai sur 30, 40, 50 mètres carrés. Il avait 10 cm de terre et puis tout de suite en dessous, c'était le rocher. Et il a fait ses tests et il a obtenu des résultats super, pour des rendements super. Parce que il avait des pieds de tomates de 3 mètres de haut. À la fin, il a même poussé juste. Parce qu'à Draguignan, il faut savoir qu'il peut y avoir 3 mois sans une goutte d'eau. Hein. Donc l'avantage du compost végétal, c'est d'éviter l'arrosage parce que ça conserve l'eau comme une façon d'une éponge. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail dans les vertus du compost végétal, mais en tout cas, pour terminer sur Jean Pain, il a fini son parcours et ses essais. Donc, il avait fait ce potager qui était magnifique et qui faisait visiter aux gens qui lui rendaient visite. Et il a même été jusqu'à faire pousser du riz. Alors que vous savez que le riz il pousse dans l'eau. Donc, c'était un exploit qu'il ait réussi à faire pousser du riz sur son rocher. Voilà. Et comme il avait beaucoup, beaucoup de romarins et qu'il faisait des tas gigantesques de compost, il avait donc constaté, puisqu'il humidifiait en permanence les gros tas de compost, et donc il avait vérifié qu'il y avait un liquide, un espèce de purin végétal qui s'écoulait à la base. C'était sur une dalle de ciment. Et donc, il a constaté qu'il y avait un écoulement de purin végétal et qui brillait tellement il y avait des essences dedans, surtout les essences de romarin. Et donc, il s'est tourné vers l'étude de ce purin pour en faire un carburant. Alors, je vous passe les détails, mais il a obtenu le moyen de faire un carburant avec. Et il a commencé à se bagarrer avec l'État pour faire passer cette idée-là. Et il n'a pas fait 2 ans, il est mort. Je crois qu'il avait 45, 50 ans. Nous, on l'a vu 2 ans avant qu'il meure, soi-disant d'une crise cardiaque. Et donc, ça fait partie des morts un peu suspectes, d'autant plus qu'il venait de s'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire de faire passer l'idée d'exploiter le compost de broussailles pour faire du carburant. Et sa principale motivation à l'époque quant au compost, non seulement il y avait l'utilité et l'efficacité pour les cultures, mais comme il était à Draguignan, il était bien placé pour savoir que tout le Midi flambe tous les ans, avec une élite de Canadaires pour éteindre les feux, mais c'est une élite qui est un peu un système, une fois de plus, un lobby. Et quand il a voulu faire passer son plan, qui était éventuellement de permettre un service civil pour débroussailler les forêts, surtout celles du Midi qui craignent les incendies, on sait très bien que si une forêt est débroussaillée, elle ne peut pas flamber. C'est la broussaille qui fait le pont et qui permet des feux gigantesques et complètement inaccessibles pour l'éteindre. Donc lui, il le savait très bien en tant que garde forestier.
Et il a voulu aussi faire passer ça, que ce soit les militaires ou le service civil, que le service militaire soit transformé en service civil et que partout où c'est nécessaire, on puisse donc faire un débroussaillage des forêts et donc déjà se mettre à l'abri des problèmes du feu et aussi d'utiliser du coup un compost qui s'est trouvé et qui s'est avéré idéal pour la culture végétale. Alors bon, on ne va pas s'éterniser sur Jean-Pain, mais c'est pour vous dire que voilà, partout où on marche, partout où il y a des tentatives, les gens sont bloqués. Moi, je suis dans la même situation. Je vais essayer de vous expliquer rapidement mon chemin et ça a été le même problème. Donc, pour en revenir au compost végétal, en le mettant en concurrence avec le compost animal, biologique, naturel et les engrais chimiques et tout le système de culture chimique, il se trouve qu'on a mis au point une étude. On était 6 ou 7 agriculteurs dans les Cévennes et on a été suivi par un laboratoire de Montpellier, de l'INRA, pendant 4 ans. On a eu la même programmation, chacun à des points différents, et en ayant dans le même espace rapproché, sur 500, 600 mètres carrés, on a fait des expériences avec des surfaces différentes en damier, et les uns entretenus en chimie, les autres en compost, en fumier animal simplement, et les autres en compost végétal. Et donc, on a fait ça pendant 4 ans. Alors, d'une façon générale, le test a été positif à la 4e année, c'est-à-dire qu'au début, avec les apports de chimie et des interventions chimiques, il y avait des résultats meilleurs qu'en compost et en fumier. Et puis, avec les 2-3 années qui sont passées, ça s'est complètement inversé, avec les meilleurs rendements, les meilleurs résultats avec le compost végétal. Et déjà, le compost végétal permettait une économie de 50% d'eau. Le résultat de cette enquête, elle est là. Hein, c'est un gros cahier avec beaucoup de paramètres suivis et étudiés par l'INRA. Et en fait, on a fait cette démarche parce que moi, j'étais jeune et j'y connaissais rien dans les rouages administratifs. Par contre, mon père savait bien se débrouiller dans ce domaine-là et il était remonté jusqu'à Paris pour leur demander d'appliquer déjà les intentions qu'avait Jean-Pain pour débroussailler les forêts du Midi, pour utiliser le compost végétal et que du fait, ça serait un meilleur rendement qui est moins coûteux si on fait que du compost végétal, mais qu'il faut payer une main-d'œuvre chère. Donc, il a fait cette démarche et il est remonté jusqu'à Paris. Et on lui a dit là-bas, je vous passe le nombre de réunions, qu'il ne voulait pas tenir compte des preuves qui avaient été amenées dans d'autres pays. Parce que mon père ramenait des preuves du Japon, d'Amérique, de partout, en disant que le compost végétal avait fait ses preuves comme étant le meilleur moyen d'obtenir des rendements intéressants. Donc, du coup, c'est pour ça que ce programme a été mis en place officiellement et il a été dit, si cet essai de 4 ans s'avère positif et que les conclusions de l'INRA sont positives, eh bien, on déclenchera, c'était le gouvernement à l'époque, hein, dans les années 90, et donc, on déclenchera une programmation dans ce sens-là, dans toute la France. Donc voilà, c'était la belle promesse. Et une fois de plus, cette promesse n'a pas été tenue. Les résultats ont été positifs, et largement. Et moi, en tant qu'expérimentateur avec les 6 autres, j'ai eu une position encore plus spéciale.
c'est-à-dire que je n'avais pas de parcelles chimiques. J'avais que les parcelles biologiques avec l'apport d'engrais animaux et j'avais deux sortes de parcelles de compost végétal, c'est-à-dire j'avais celle où il y avait un apport d'eau en goutte à goutte si jamais c'était nécessaire pour compléter le manque d'eau. Et j'avais d'autres parcelles qui n'avaient que du compost végétal, mais plus épais, plus important, et sans aucun arrosage. Donc, il s'est avéré que, en tout cas, l'économie d'eau de 50% était sûre et certaine. Bon, les parcelles que j'ai eues en compost végétal sans arrosage étaient peut-être un tout petit peu plus faibles parce qu'on n'a jamais réussi à faire un travail parfait de compostage et peut-être aussi des techniques qu'on ne maîtrisait pas assez. Donc, il y a eu des résultats quasiment égaux, légèrement inférieurs et sans aucun arrosage. Donc, voilà. Mais de toute façon, on avait des bons résultats avec un goutte à goutte et non pas des arrosages importants. Donc, on était au moins avec des bons résultats à 50% d'eau en moins. Alors, quand on voit, on touche un tout petit domaine de l'agriculture qui paraît anodin, et on voit que c'est relié aux incendies dans le monde entier, on voit que c'est relié à la consommation d'eau et aux problèmes écologiques que ça représente maintenant de plus en plus. Donc, en fait, on touche à une toute petite chose et c'est lié à quelque chose de mondial qui est gigantesque. Donc, c'est pour ça que nous, on a tenu à faire ce chemin, à faire ces preuves, à faire ce travail. Bon, mais naturellement, une fois de plus, bon, on n'a pas été chahuté, on n'a pas été bousculé, mais on nous a remerciés et rien ne s'est fait derrière, alors que c'était vraiment, l'idée était de faire un programme, de mettre au point l'utilisation du compost végétal en concurrence avec les autres. Alors, vous pensez bien que les lobbies de la chimie et même de l'élevage ne peuvent pas laisser monter des programmes pareils. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui prouvent qu'on est ligoté, on est tenu et qu'on fait passer en priorité tout ce qui va polluer, tout ce qui va détruire et tout ce qui coûte cher, etc. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pour le côté agriculture. Et je voulais du coup enchaîner avec quelque chose qui est complètement d'actualité. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos et puis après, je l'ai contacté. Il s'agit de Philippe Forer. Alors, je suppose que pas mal de gens branchés bio et agriculture, compost végétal le connaissent. Mais si vous voulez, prenez note pour aller sur YouTube. Il a fait plusieurs vidéos pour expliquer sa méthode de culture. Et ce qui est exceptionnel et complètement à l'envers même de la culture biologique connue, etc., c'est que non seulement il est basé à 100% sur le végétal, une fois de plus, mais en plus, il est basé strictement que sur le pain. Or, vous savez tous un peu que normalement, le pain est considéré comme impossible, comme compost, et comme engrais, et comme apport, comme étant trop acide, trop ci, trop ça, alors que Philippe Forer, depuis 20 ans, 30 ans, vit dans les Landes, où il n'y a que du pain, et qu'avec des troncs d'arbres qu'il enfouit dans le sol et il fait des buttes avec de la terre par-dessus. Et il enfouit donc des troncs plus ou moins morts, plus ou moins pourris, plus ou moins coupés fraîchement, selon la possibilité. Et il obtient des résultats, en tout cas le double de rendement connu habituellement. Et comme en plus il a additionné à ça une petite installation d'électroculture basée sur des tubes de cuivre et d'aluminium. Bon,
Vous pourrez aller voir les vidéos pour vous renseigner, pour voir, il explique tout ça. Donc, je vous conseille de prendre connaissance de ça et parce que, une fois de plus, ça va dans le sens d'utiliser le pin, qui est un des plus grands fléaux forestiers, surtout dans tout le Midi, mais même dans les Landes, puisque c'est là qu'il est. Donc, et vous avez aussi des vidéos. Si vous cliquez sur aiguille de pin, bon, ça rejoint les idées de Jean Pin. C'est aux Indes, ils ont exploité les aiguilles de pin. Ils avaient aussi des incendies gigantesques régulièrement qui détruisaient leurs maisons, etc. Et donc, ils ont mis au point un générateur d'énergie basé sur la combustion des aiguilles de pin. Et ils ont l'électricité grâce à ça, ils ont une énergie. Et ça, c'est pareil, personne n'en entend parler. Voilà, il n'y a que si vous allez fouiller sur YouTube que vous allez trouver des vidéos. Alors, cliquez aiguille de pin ou les Indes, etc. Bon, voilà, ils appliquent cette méthode et ça leur a changé la vie, quoi. Donc, pour revenir sur Philippe Forer, bon, pour moi, c'est un cas de démonstration qui est toujours actuel. Il est toujours vivant, toujours actif. Et donc, ça, si vous voulez donc, en prendre connaissance et même aller le voir chez lui, ben, vous pourrez constater la différence. Alors, il estime que déjà, son travail de compost végétal avec 100% du pain, il obtient des résultats, le double de rendement connu d'une façon générale, même en bio. Et il n'arrose pas, il ne cultive pas, il ne cultive pas sa terre. Il n'y a que quand il fait des buttes, qu'il creuse le sol et qu'il enfouit des bois, des branchages et qu'il recouvre de terre. Mais sinon, il plante et il fait tout à la main parce que le sol reste en permanence accessible justement juste pour planter à la main, sans outils, sans outillage, sans tracteur, sans machine. Donc, c'est un exemple actuellement d'agriculture idéale. Alors, pour revenir un peu sur le côté végétal, bon, ben là aussi, c'est complètement occulté, on n'est pas informé, mais bon, ben, quand on va fouiller et même dans différents enseignements, on sait qu'il y a un rapport entre des forces. Par exemple, dans l'être humain, vous avez le côté astral, des sentiments, des passions, et qui mathématiquement est inversement proportionnel au corps éthérique, au corps vital. Plus le corps astral est développé, plus le corps vital diminue et régresse. Et plus le corps astral diminue, plus vous augmentez l'intensité de la vie du corps éthérique, du corps vital. Bon, c'est des connaissances qui sont connues dans des religions, aux Indes, etc., qui est enseigné dans différents centres spirituels et ainsi de suite. Et c'est pour ça que dans les religions, dans la spiritualité, on nous enseigne qu'il faut essayer de maîtriser et de réduire tout ce qui peut correspondre au monde animal en nous, c'est-à-dire les passions, les sentiments inférieurs, la violence, la colère, etc. Et que plus on maîtrise ce domaine-là, plus on renforce son corps éthérique, ce que la religion chrétienne appelle le corps de la gloire, le corps du Christ, le corps de lumière, c'est le corps vital, c'est le corps éthérique. Et donc, l'idée de la résurrection, c'est de renforcer ce corps d'une façon très importante en maîtrisant de plus en plus le plan astral. Et du coup, on bénéficie d'une vie et d'une vitalité, d'une santé qui se multiplie, qui augmente. Et donc, et on retrouve ce même rapport dans l'agriculture. Nous, on avait des collègues en bio avec le fumier animal, nos voisins qui vendaient sur les marchés. Et ils étaient étonnés de voir qu'on n'avait pas de maladie cryptogamique
avec les champignons, ni les vers. Ils avaient des problèmes avec leurs petits pois, leurs poireaux, leurs légumes. Et nous, on n'avait jamais ce problème-là. Donc, il y a un état sanitaire par le végétal qui correspond aux besoins végétaux. Et donc, le végétal renforce le végétal. Et si on introduit les vibrations et les éléments des animaux, eh bien, en fait, on vient nuire à cette force vitale de la terre et des légumes et des végétaux. Et peut-être que dans l'apparence, on pense faire un apport, une aide, un soutien, mais à la longue, on vérifie que non. Et que voilà, c'est des choses qu'il faut vérifier par la pratique. Maintenant, la théorie est là pour dire qu'il y a une inversion d'énergie. Plus on respecte le végétal et qu'on ne porte pas atteinte à son intégrité, c'est-à-dire à ses courants éthériques vitaux, plus il se développe, plus il a des conditions pour se développer. Et une des choses qu'avait mis en valeur Jean Pain, et puis tous ceux qui ont développé après lui le côté biologique et compost végétal, c'est de dire que déjà un légume, un végétal pousse très bien sans autre apport à partir du moment où, à la base, la terre est couverte, protégée comme un vêtement, comme une couverture, et que donc c'est la première chose parce que ça donne de l'obscurité. Donc l'obscurité est indispensable pour le développement végétal et l'humidité. Et du coup, les vers de terre qui sont les laboureurs les plus importants, ce n'est pas les machines qui entretiennent la terre, c'est les vers de terre. C'est eux qui retournent en profondeur la terre d'une façon naturelle et biologique et qui la vitalisent. Et donc, eux, du coup, en ayant cette couverture qui les protège jusqu'au dernier millimètre de terre, remontent jusqu'à ces derniers millimètres et donc favorisent une vie et une vitalité qui n'est pas le cas quand le sol est découvert et qu'il est brûlé par le soleil. Donc, il y a une couche de 3, 4, 5 cm qui va sécher et qui va servir de couverture, alors que l'idéal, c'est une couverture végétale. Quand vous avez une forêt qui pousse naturellement, elle se développe et les feuilles qui tombent chaque année viennent apporter une couverture et de l'humus et ça suffit pour que ça maintienne cette forêt en bonne santé. Donc voilà, c'est la théorie de la couverture. Ça rejoint même par rapport au rapport des forces éthériques et des forces astrales. On rejoint deux sujets très importants. C'est d'une part les forces éthériques qui sont inversement proportionnelles aux forces astrales. C'est déjà le plus important, et plus on le respecte, plus on obtient de bons résultats. Alors vous me direz, évidemment, ça entame le sujet sur l'élevage, l'utilité de l'élevage, etc. Et ça me rappelle que moi, à mes 15 ans, d'un seul coup, je me suis rendu compte que de manger de la viande, j'ai percuté que c'était des animaux qu'on tuait. Et ça a été réglé dans le mois. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon père si c'était obligé de manger de la viande, si pour vivre, il fallait manger de la viande. Et il ne m'a pas dit ni non, ni oui, qu'il fallait être modéré, etc., etc. Il m'a mis en garde. On n'était pas à 100% végétarien ni végétalien. Donc, voilà, il m'a fait une réponse un peu mitigée. Et moi, dans l'année qui a suivi, j'ai appris par des contacts et des relations que quasiment la moitié du monde vivait sans viande et vivait très bien. Donc, pour moi, ça a été l'année déterminante où je suis devenu végétarien.
Et puis après, avec le cheminement, bon, j'ai été de plus en plus dans ce sens-là et à étudier et à peser et mesurer l'impact du fait. Bon, l'élevage, c'est une chose, euh, mais le problème des abattoirs et du sang animal, ça, c'est un gros, gros problème et que personne ne parle, quasiment personne. C'est-à-dire que euh, le sang des animaux, les milliards de litres de sang qui s'écoulent dans le sol entretiennent des foyers de microbes, de miasmes, alors les spiritualistes appelleront ça de force astrale inférieure, d'élémentaux, etc., et d'énergie négative, et que ces énergies négatives sont entretenues et se répandent sur toute la Terre et font les dégâts qu'on peut vérifier. Bon. Donc, il y a un problème de rapport direct entre l'élevage, qui sous-entend obligatoirement les abattoirs, et les abattoirs. Bon, moi, personnellement, le jour où j'ai appris qu'on tuait les animaux, personnellement, je ne me sens pas capable de tuer un animal, surtout pour survivre à mes besoins, et surtout que depuis 50 ans, j'ai vérifié que je n'ai pas besoin de manger de viande. Donc, à partir du moment où ça devient inutile, bon, je ne parle pas des régions où les gens veulent vivre absolument et qu'il n'y a que les animaux pour principale nourriture, et encore, quoique, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on verra que ce n'est pas vrai. Mais bon, disons que, admettons qu'il y ait une tolérance pour certaines zones spéciales, mais d'une façon générale, bon, les végétariens du monde et surtout les végétaliens sont là pour prouver qu'on n'a absolument pas besoin de ça et qu'on se régale de la multitude des diversités végétales et de toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Peut-être que je referai un direct pour traiter de ce sujet-là un peu plus loin. Mais bon, pour l'instant, je veux juste soulever le fait que l'agriculture pose tout de suite le problème à la base. Est-ce qu'on est éleveur ou pas? On peut aimer les animaux, avoir des animaux, mais ne pas passer le cap de l'élevage parce que l'élevage automatiquement engendre les abattoirs et il faut savoir si c'est bénéfique ou pas pour la terre. Donc, dans l'idée de ne pas nuire, puisque c'est le commencement de la sagesse, si c'est dans ce sens-là qu'on veut avancer, ne pas nuire, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, bon, moi, je n'ai pas envie qu'on me tue pour être mangé. Et donc, les animaux qui sont sans défense, à mon avis, on ne leur a pas demandé un débat. Et voilà, il y a quelque chose qui est en porte-à-faux et qu'il faut régler. Et même au niveau des produits, les végétariens restent liés aux abattoirs, restent liés à ce problème, puisqu'on ne peut pas obtenir de produits animaux sans abattre les veaux, les brebis, enfin tous les jeunes animaux qui normalement prennent ce lait et qui, si on veut leur prendre, forcément, il y a un circuit économique qui fonctionne aussi de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, je reviens sur l'expérience du compost végétal et de l'agriculture. Bon, je m'excuse, hein, moi personnellement, je ne peux pas témoigner ni sur l'élevage, ni sur d'autres domaines. C'est mon expérience. On a vécu avec ça pendant des années. On a eu des très bons résultats quand on arrivait à faire bien le travail, parce que sitôt que le compost végétal peut être insuffisant, et ainsi de suite, bon, les résultats sont moins bons, mais on reste avec une qualité de produit et avec une pureté du végétal qui n'a pas été atteinte et abîmée en partie par des apports animaux. Voilà. Donc, bon, si vous voulez poser les questions, on peut passer à des questions-réponses si vous voulez.
Alors, il y a une question ici d'un monsieur qui... Votre micro est branché. Vous pouvez poser votre question. Alors moi, c'est Fredo. Je suis routier, motard, et j'ai entendu dire il y a quelque temps qu'en désherbant, on pouvait utiliser une dissolution de l'eau avec du vinaigre blanc. Est-ce que ça peut aider au schmilblick? Alors, moi, je ne suis pas expert de toutes les astuces. Vous avez des tonnes d'astuces sur le net pour différents domaines. Je ne suis pas un champion dans ce domaine-là. Je connais bien mon domaine sur mon expérience. Il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire. Je m'excuse, hein. En tout cas, je ne peux pas répondre à votre question. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous répondre, tant mieux. Mais moi, en tout cas, je vais sur le net. Hein. Oui, oui, on désherbait à la main, nous. Ouais, c'est mais, ça. mais bon, faut savoir que si un des avantages, c'est qu'on n'a plus de désherbage. Ah, mais c'est parfait. C'est Ça- parfait. ça- Comme vous avez dit, c'est de la main-d'œuvre qui coûte cher malheureusement, mais c'est ouais. parfait comme solution. C'est génial. Plus on assume une bonne couverture végétale, Et moins il y aura de risques. ah ben, Bien il y a sûr. pas d'enherbage. C'est pas possible. Ouais, ouais. Et puis moins il y aura de risques C'est une des de feux choses. d'incendie. C'est parfait. C'est une Voilà. solution. Et, Et vous savez, il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail. C'est parfait. oui, C'est un bien utile. bien Ah, sûr. ils auront mal au dos, ils seront fatigués. Il faudra prendre une douche. Bon, Voilà. la première chose, c'est l'économie de l'eau. Aussi, 50%, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Si on arrive à 50%, c'est gigantesque. Ouais, et puis le fait de faire bosser les gens, au moins, ils ont une utilité, et puis ils sont contents. Ils se disent qu'ils font quelque chose, quoi. C'est parfait. Ouais. C'est Et, super, c'est dommage que personne ne vous suive. C'est dommage. si, beaucoup de monde utilise le compost végétal, chacun à sa façon. Il y a beaucoup de méthodes. Bon, depuis 40 ans, ça s'est quand même sérieusement démocratisé en quelque sorte. Et donc, bon, heureusement, mais ce qui est certain, c'est qu'on est quoi? On n'est même pas 10% de l'agriculture, quoi. Et en tout cas, un des points importants justement que soulève Philippe Forer par son expérience et son pain, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire, parce que tout le monde va pousser des cris dans le monde de l'agriculture en disant, mais ils sont fous, le pain, c'est impossible. Alors que justement, du coup, on pourrait déboiser, on pourrait tailler et utiliser les branchages, les broyer, etc., et les utiliser. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les vers de terre se régalent du pain. C'est le bois idéal pour eux parce qu'il s'abîme très vite. Alors, quand il est déjà pourri, abîmé, c'est parfait. Mais de toute façon, il se dégrade très rapidement dans le sol quand il est enfoui dans le sol. Et les vers de terre, pour eux, c'est le repas parfait, quoi. Et donc, ils s'attaquent à ça, et vous pouvez voir. Et sur ces buttes de terre avec le pain enfoui, Philippe Forer ne les change que tous les 15 ans. Donc, il n'y touche plus pendant 15 ans. Et éventuellement, après, il refait une tranchée pour réenfouir du pain à nouveau. Et voilà. Il y a quelqu'un qui lève la main, là, Philippe, Marek? Une autre question, s'il vous plaît, de gens qui disent que pensez-vous de la prédiction de l'OMS disant qu'il va y avoir une famine qui va toucher le monde entier? Mais justement, tout ça, c'est des énormes mensonges. Sachez qu'une vache occupe et a besoin d'un espace d'un hectare. Avec un hectare, vous nourrissez 7 familles en végétal. Donc, il y a vraiment un rapport. Tout est branché sur l'animal et c'est pour le pire parce que l'animal mange le végétal et le détruit, tasse le sol au passage. Donc, c'est dramatique de voir que dans les régions désertiques où la végétation est déjà mourante de partout, et ben, c'est les animaux qui facilitent encore plus la désertification. Et tout est comme ça. Quand ils ont voulu rétablir les cultures dans les déserts,
eh ben, ils ont commencé par appliquer des couvertures végétales. Alors, comme il y a de l'eau dans le sable tout au fond, quand il y a un lever de soleil, vous avez le phénomène de la rosée. Et le lever de soleil, tous les matins, provoque la montée de l'eau à l'intérieur de la Terre et qui remonte en surface. Si vous avez une couverture végétale, elle va capter cette humidité et elle va faire le rôle d'éponge. Et elle va restituer cette eau progressivement dans la journée en fonction du besoin des plantes et de la terre. Donc, mais le trafic autour de la nourriture du monde animal, bon, à un autre direct, vous savez que j'envisage de faire un autre direct sur les engrais et les moyens d'obtenir des résultats encore plus importants dans les rendements végétaux avec des éléments et des énergies basées sur les terres. Et dans l'Antiquité, il y avait cette connaissance du monde éthérique et ils savaient le capter et l'utiliser. Et c'est comme ça qu'est révélée cette science à travers la mythologie et à travers tous les alphabets du monde, mais toutes les histoires religieuses, païennes, toutes les histoires qui circulent sur le monde, toutes les constructions minuscules et monumentales sont là pour rappeler et transmettre cette science du monde éthérique, des forces éthériques, comment elles sont constituées, comment on peut les utiliser, les capter et s'en servir pour résoudre tous nos problèmes de vie matérielle. Et surtout en premier, l'agriculture. Donc, il n'y a aucun danger, mais à condition qu'on sorte des placards ce qu'on y a mis, c'est-à-dire toutes ces connaissances qui sont bloquées. Et je suis là pour témoigner que j'ai reçu en héritage cette science de mon grand-père et de l'ami avec lequel il a travaillé. Et j'ai ça chez moi. Je le fais circuler à toutes mes relations, et ça sera le cas avec beaucoup de membres du CNT s'ils le souhaitent, mais pour faire de la sauvegarde, parce que si moi je meurs d'accident ou de vieillesse, au moins il y aura une sauvegarde et ça permettra de réaliser tôt ou tard cette science et ses moyens. Mais sachez qu'on ne risque rien, et d'autant plus si on ne se base pas sur la production animale pour vivre. Plus on s'en passera, plus on enlèvera tout ce monde astral qui empoisonne le monde et les humains et la santé végétale, la santé humaine, plus on aura de bons résultats et besoin de très peu manger, de moins en moins. Plus on aura la santé, moins on aura besoin de manger. Et on aura la respiration, on aura le soleil, on aura des conditions idéales de vie. Mais le tout, c'est de se sortir de toutes ces pollutions. Et c'est pour ça que les soucis de l'écologie, par exemple pour l'eau, déjà le compost végétal vient dire, quand vous voyez tous ces millions d'hectares de cultures, de fruitiers, de tout ça, toutes les cultures pérennes, c'est d'autant plus facile de les couvrir et de ne jamais toucher au sol, de jamais retourner. Ils ne seront jamais enherbés et ça fait une couverture qui entretient une protection du sol et un humus progressif. Donc voilà. Et pour l'eau, sachez que déjà, la pire des choses, c'est que 30% de l'eau buvable, potable, est consommée et perdue par les toilettes. 30%. Donc, il y a aussi des solutions écologiques, des toilettes sèches, etc. etc. Enfin, il y a 36 solutions écologiques qui ne sont absolument pas favorisées. Par exemple, si vous voulez construire une maison et que vous ne prouvez pas que le sol a un système de filtration suffisante, reconnu par la mairie, eh bien, vous ne pourrez pas construire une maison. Alors que si vous avez des toilettes sèches, vous pouvez construire une maison n'importe où, même si le sol n'est pas filtrant, etc., etc. Donc, tout est comme ça. L'OMS voit un gros problème de survie, de famine, mais c'est parce que c'est eux qui l'entretiennent, qui la maîtrisent et voilà, on est complètement
manipulé à tous les niveaux. Et si jamais j'ai l'occasion d'en reparler, je ferai un ou deux autres directs pour entamer ces sujets précisément. On peut déjà ajouter que cette pandémie a quand même naturellement mis en avant les grandes surfaces qui sont toutes ouvertes et pleines de monde et qu'il n'y a pas de souci, alors que tous les petits commerçants sont fermés. Or, la plupart de ces petits commerçants, dans beaucoup de régions, ce sont les agriculteurs qui les fournissent. Oui, oui. Donc, avec cette opération-là, ils mettent en faillite les petits commerçants et les agriculteurs qui n'ont plus de débouchés, Oui. pendant que les grandes surfaces se régalent à la vente d'OGM et de toutes les saloperies qu'ils vendent. Non, mais là, on est dans un mensonge mondial et ils sont en train de vérifier que les 7 milliards, enfin presque 7 milliards d'humains sont prêts à fonctionner et à obéir au doigt et à l'œil avec des gros mensonges. Donc, plus ils gagnent, plus ils jouent. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement des toilettes sèches? Les toilettes sèches, c'est tout simplement le système qui consiste à avoir des WC normaux, sauf que on ne se sert pas de l'eau. On se sert, il y a un côté ventilation qui dessèche les matières. Donc, d'un côté, il y a les urines qui s'en vont par devant dans un écoulement et qui ne pose aucun problème. C'est des eaux usées, ce n'est pas plus problématique que des eaux usées. Le problème, c'est donc les matières solides. Et donc là, c'est une ventilation permanente qui fait que ça se dessèche. Le fait que ça se dessèche, ça n'a aucune odeur. Et à chaque fois qu'on va aux toilettes, on utilise de la sûre ou un broyage de compost végétal X, quelque chose qui ressemble à la sûre. Et à chaque fois, on met une poignée par-dessus qui permet de... Et après, régulièrement, il faut évacuer. Alors après, il y a tout le problème des stockages, d'évacuation. Mais si c'était connu et approuvé, on aurait forcément tout un système mécanique, pratique qui pourrait gérer la manipulation de tout ça. Et surtout de faire un compost naturel et végétal. Donc, c'est donc des tonnes et des tonnes, même si pour les villes, ça ne sert à rien, qui seraient emmenées dans les campagnes et qui pourraient être épandues dans les campagnes. Mais toujours avec le souci que c'est donc une matière animale, donc elle est extrêmement concentrée, elle est nuisible en étant concentrée pour le végétal, donc il faut la diluer un maximum et la disperser un maximum, mais ça n'empêche pas de réutiliser cette matière de cette façon-là. Et si c'est à dose homéopathique, entre guillemets, eh bien, c'est extrêmement bénéfique pour le sol à long terme. Regardez, déjà dans une couverture végétale, un compost végétal sur le sol, vous avez toutes des centaines et milliers d'insectes qui vivent là-dedans et et eux-mêmes, ils ont une vie, une vitalité. Ils vivent, ils meurent et ils entretiennent déjà une vie d'insectes ou d'animaux, etc., et qui déjà fait un apport homéopathique de toute cette vie-là, de toutes ces particules-là. Et si on fait, si on répand ces déchets, c'est composté avec mélangés au compost végétal, bon, si on le fait d'une façon très diluée, bon, il n'y a pas de problème. Regardez les animaux sauvages qui vivent dans les forêts, c'est rare que vous tombiez sur un tapis de déchets. C'est une dilution énorme. Là, il n'y a pas de souci. C'est un apport léger. Voilà. Par contre, Oui. Si vous avez des troupeaux, alors les troupeaux, un troupeau de moutons, un troupeau de vaches, vont larguer une telle quantité que ça, surtout si c'est ramassé et utilisé et concentré, là, ça va être nuisible au végétal. Donc, ce n'est pas souhaitable. Et il faut prendre les exemples de la nature. Vous avez dans la nature, les animaux, il y en a des tonnes, mais c'est une dilution de déchets partout.
Il y a Stéphane qui a une question à te poser, éventuellement. Donc, j'ai activé, active ton micro, Stéphane. Je t'ai activé ton micro. Tu voulais poser une question? Non, tu veux pas? Tant C'est pis. également Philippe Marek qui demande la parole. Voilà. Oui, Il est passé où? Sinon, il y a Christophe du 82 qui est en tête de liste aussi. J'active le micro. À toi, Christophe, 82. J'ai une question donc de Pascal P qui demande est-ce qu'on peut mettre de la tonte d'herbe comme couverture? de la quoi? Tonte d'herbe. Bien De la sûr, tonte de gazon. bien sûr. Tous déchets végétaux sont favorables. Et alors, oui, je m'excuse, c'est parce que je vous ai renvoyé à la référence de Philippe Forrer que du coup, je vous ai passé plein de détails parce que vous les apprendrez. Ça prend beaucoup de temps de vous donner tous les détails et tous les avantages. Donc, lui, il met tout ça en lumière. Mais par exemple, bon ben voilà, on tond sa pelouse, ben lui, voilà, il désherbe à un endroit, il va mettre son herbe directement sur ces plates-bandes. Alors, par contre, il y a deux choses qui m'ont échappé, enfin que je peux vous dire maintenant. C'est d'une part l'histoire du pain. Donc, faut savoir que les Japonais ont mis au point un produit qu'il faut diluer 10 000 fois. On a donc un petit flacon de 100 millilitres et qui peut enrichir 1 hectare en mettant juste un flacon de 100 millilitres et ça permet de dynamiser des cultures sur 1 hectare. Et ce produit-là, il n'est fait qu'avec, attendez, je regarde pour pas dire de bêtises, il est composé uniquement de cèdre du Japon, de cyprès du Japon, de pin et de plantain asiatique. Donc 90%, c'est du conifère. Et c'est un produit miracle. Vous pourrez aller le voir sur le net. Vous cherchez à HB101. Donc vous vérifierez sur le net, c'est visible. C'est un produit qu'on peut acheter et qui est japonais. Delphine, la parole à Philippe Marek, s'il te plaît. Il faut qu'il ouvre son micro. Oui, c'est à vous. Ça y est, ça marche. Je voulais témoigner par rapport à Philippe, parce que Philippe a appris dans toute la permaculture appliquée. Je le connais depuis, ça fait maintenant 20 ans. J'ai passé des heures et des jours dans son jardin avec lui, à défaire, remonter des buts, même à désosser les ordinateurs pour récupérer les aimants, faire de l'électroculture, parce que j'avais appris différentes techniques, entre autres avec lui, avec Anne Rivière aussi, avec le fil de fer galvanisé, les tubes cuivre. Et Philippe me disait une fois, c'était il y a encore pas très très longtemps, on donne un demi-hectare à chacun sur la planète, il n'y a plus aucun problème d'alimentaire, il n'y a plus rien. On peut tout apprendre. Et Philippe, il est extraordinaire parce qu'il travaille à la fois sur le plan physique, mais aussi sur l'informationnel de l'agriculture. Il y a des choses que je ne dirais pas ici parce qu'il ne veut pas en parler ouvertement, mais il a mené certaines recherches, on a fait des choses extraordinaires tous les deux. Une chose dont je peux parler, c'est le phosphénisme, parce qu'on a fabriqué des systèmes avec des roues et des projections de lumière sur les végétaux, avec de la musique aussi. Ce sont des choses qu'on a expérimentées tous les deux. Moi, il m'a appris à travailler sur les ondes de forme dans le sens des méridiens avec les buts de pyramide, que moi j'ai fait dans mon jardin. Et il me disait un jour, on n'est plus agriculteurs, on est des ajouteurs, il me disait. On rajoute après du broyage, du végétal, on rajoute pour toujours protéger la terre. Et un copain agriculteur, permaculteur me disait, la plante, elle n'a pas besoin d'eau, elle a besoin d'humidité. De même qu'elle n'a pas besoin de soleil, mais de lumière. Quand on a compris ça, on comprend tout comme il faut pour travailler. Et Philippe est extraordinaire parce qu'on a fait un boulot fabuleux tous les deux. En plus, il vit dans une forêt, donc il y avait des arbres à profusion qu'on coupait, même pour faire du broyage, pour différents types de diamètres de protection des sols. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il a de l'abondance toute l'année, toute l'année, toute l'année.
Et c'est pour ça qu'il fait grincer les dents à beaucoup de gens qui disent faire de la permaculture, parce que lui, il s'en est extrait et il a de l'abondance toute l'année, 12 mois par an, alors qu'il a des gros problèmes d'eau là où il habite. Voilà. Alors justement, je voulais rajouter une position encore plus marginale de Philippe Forer par rapport à tout ce qui est pratiqué, même en biologie, en compost végétal, c'est que lui, il ne le fait pas chauffer, il ne l'entasse pas pour éviter qu'il chauffe. Donc, il le met directement en couche de 10, 15, 20, 30 cm sans avoir été composté, c'est-à-dire qu'il n'a pas chauffé. Quand vous entassez du compost végétal, du broyat végétal, il va composter, il va chauffer jusqu'à 70 degrés. Et donc, il perd toute sa vie, il perd sa vitalité. Et il ne faut pas qu'il dépasse ce que chauffe le soleil, 40 degrés, 45, même 50. Bon. Mais il est souhaitable que les températures ne dépassent pas ça pour que la vitalité, ce fameux corps vital, corps éthérique, qui est le monde végétal, qui est basé sur cette force-là, et se développe et nous apporte cette force-là à nous, au niveau santé et au niveau énergie. C'est donc essentiel pour lui de ne pas composter, c'est-à-dire ne pas entasser et ne pas faire chauffer les matières végétales. Et on les étale telles quelles, vivantes, à plus ou moins un degré de séchage, de mort, plus ou moins poussé, plus ou moins dégradé. Et ça suffit pour entretenir, d'abord l'essentiel, c'est une couverture et une protection du sol et un maintien de l'humidité. Et si en plus, lui, il n'arrose jamais, hein, et il ne cultive jamais, avec aucun outil. Il y a juste quand il veut faire ses tranchées pour renouveler une butte, à ce moment-là, il va faire une tranchée. Voilà. Oui, on en a refait ensemble comme ça, en fait à la main quasiment. Quand il utilise le broyeur, c'est vraiment parce qu'il y a des besoins urgents de couper les branches. Ouais. On ne peut pas faire autrement. Et il y a une chose on disait souvent quand on va dans la forêt récupérer du bois mort, quand on voit du bois pourri partout, on se dit c'est de l'or en barre. On dit toujours ça tous les deux, de l'or en barre. Et moi, ce que je faisais quand j'habitais pas loin de chez lui, dans l'Aude, j'avais mis des annonces dans toutes les municipalités des villages alentours pour récupérer tous les végétaux, le bois, tout ce que les gens avaient à donner. Et ça partait au jardin immédiatement pour immédiatement travailler avec. Ils ne comprenaient pas les gens au début. Mais quand ils ont vu ce que ça donnait, après, ils m'envoyaient d'autant plus du matériel. Delphine, la parole à Jacqueline, s'il te plaît. Et ensuite, Laurent également qui a levé la main. Ouais. C'est parti. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Alors, moi, je rejoins totalement les propos d'Adrien hein, parce que j'adore jardiner. Donc, depuis des années, j'utilise mon compost hein, que je fais avec mes déchets, les légumes, fleurs fanées, etc. Et alors, pour pailler, Adrien va peut-être me donner raison aussi. J'utilise depuis peu, j'ai trouvé, c'est sensationnel. Je sème la facélie qui est un mellifère et puis également ce qu'on appelle la bourrache et je la consomme. Alors, j'appelle ça des légumes et des fleurs 3 en 1 parce que ça sert donc de mellifère au début, ça bourdonne de partout. Ensuite, on en fait du paillage. Quand ça se couche, ça paille, ça évite de désherber. Et ensuite, je mouline tout ça. La saison d'après, ça me fait donc de l'engrais naturel. Et j'avais un autre souci aussi, c'est que impossible de manger les pommes, les poires du jardin puisque je ne traite absolument pas, donc toutes piquées bien sûr par les insectes, elles tombaient vertes au sol et donc j'avais jamais de pommes. Et j'ai fait l'investissement, c'est un petit peu cher, mais ça marche très très bien d'acheter des filets anti-insectes. Eh bien, je peux vous assurer que depuis, mes pommes, elles grossissent, elles ne sont pas piquées et ça marche très très bien. Alors, je voulais savoir ce que pensait Adrien des filets anti-insectes. C'est a priori une bonne solution intermédiaire. Il y aura des méthodes encore plus simples et plus naturelles plus tard, mais qui sont dans les placards actuellement. Mais c'est déjà très bien. À partir du moment où on bloque naturellement un processus, c'est comme chez vous, vous n'avez pas envie d'être envahi par les moustiques ou les bestioles et vous mettez des moustiquaires. Donc, pourquoi pas? Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
plus on peut préserver l'attaque par les insectes ou même la grêle, même tout ça. S'il peut y avoir des protections physiques, matérielles, tant mieux. Bien. Laurent Acousture, une question. Lolo et Josie, avant, vous voulez parler. Est-ce que c'est le cas? C'est toujours le cas ou pas? Où est-ce que vous êtes? Je vous vois plus. Vous êtes où, Laurent? Ah bah, ils sont plus là. Si? Bon, bah, tant pis. Ah si, Josie, c'est pour toi? Attends, je te donne la main. À toi. Vas-y. Alors, bonsoir tout le monde. Alors moi j'ai une question. Bon, Adrien, bon, vous avez un peu répondu, mais j'ai pas vraiment tout compris sur les forces éthériques et les forces astrales. Voilà, comment voilà, être en harmonie, c'est avec le travail, enfin le travail de la terre, les semis, les plantations. Oui, il faut savoir que le monde végétal, bon, quand on est habitué à ce vocabulaire du corps vital ou du corps éthérique, c'est-à-dire c'est le principe, c'est un corps qui est reconnu par toutes les religions, avec chacun son vocabulaire. Mais même Walt Disney s'est amusé à mettre ces choses-là en évidence à travers ses dessins animés. Bon, disons que c'est le corps de la vie qui maintient la vie matérielle, physique en vie. Si jamais ce corps vital se dégrade, c'est comme ça qu'un clairvoyant peut très bien se prononcer des mois à l'avance. Si un clairvoyant, il peut voir le corps éthérique de quelqu'un, il voit des couleurs, il voit des lumières, et s'il voit que ces lumières et ces zones autour du corps deviennent plus sombres, moins brillantes, etc., il sait que l'organe qui correspond est en train de tomber malade. Et donc, des mois à l'avance, il le sait, et on peut prendre des dispositions pour ça. Mais ça met en évidence que justement nos problèmes de santé et de maladie sont liés directement avec ces forces vitales éthériques et les forces astrales. Donc, plus vous amplifiez les passions, les désirs, et plus ils sont de moins en moins subtils, plus ils sont inférieurs, plus vous entachez de vibrations, vous diminuez vos vibrations, et ça vient atteindre le corps éthérique qui diminue, et plus il périclite, plus la maladie et la mort s'installent. Voilà, donc il y a un rapport d'inversement entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on dit que le développement du corps éthérique et du corps astral est inversement proportionnel. Plus il y en a un qui se développe, plus l'autre diminue. Il est sacrifié au détriment de l'autre. Alors c'est à nous de choisir si on veut aller du côté des passions, des désirs, des satisfactions de toutes sortes, ou si on essaye d'alléger, comme toutes les tendances spirituelles nous poussent dans ce sens-là, et pour pouvoir augmenter notre énergie éthérique qui, bon, en apparence, à cause de ces sacrifices, on a l'air de se priver de quelque chose, comme par exemple de manger des animaux, mais en même temps, vous augmentez un autre corps qui, lui, va se développer et vous apporter d'autres satisfactions bien plus grandes, bien plus importantes, bien plus puissantes, et jusqu'à tel point que vous connaissez tout ce qui est enseigné sur les chakras, sur la vie de Jésus, sur les pouvoirs, sur ci, sur ça. Bon, je vais pas vous raconter toutes les histoires qu'il y a sur toute la Terre. On rentre dans un autre domaine. Laurent Acousture. Alors, Laurent. Il est là, activé. Et après, il y a un monsieur qui a oublié de mettre son nom, qui a laissé juste son numéro de téléphone, qui demande la parole sans mettre sa main, mais qui fait des grands signes. Ah. Après Laurent Acousture. C'est pas un numéro de téléphone, c'est autre chose. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui nous écoutent sur YouTube. La question est très simple. Vous avez fait une étude avec l'INRA sur des essais, et ce qu'il m'intéresserait de savoir, moi, c'est s'il y a eu
une étude qualitative sur les nutriments des végétaux du commerce et comparé aux végétaux que vous avez pu produire et quel en était évidemment le résultat, s'il y avait plus ou moins. Voilà. Il y a un gros cahier là, que j'ai qui est donc l'étude en détail qui a été faite. Je ne l'ai pas relu en détail. Je sais qu'ils ont analysé la structure végétale de chaque parcelle, chimique, fumier et compost. Donc, il y a des différences qui apparaissent. Maintenant, je suis incapable, je n'ai pas du tout mémorisé ça, mais c'est un document que je peux très bien numériser et envoyer à qui veut. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ça a été suivi par ce laboratoire pendant les 4 ans et que leur conclusion a été positive à la fin dans notre sens, dans le sens du compost végétal. Mais c'est remonté au gouvernement et puis ils n'ont pas donné suite à ça. D'autant plus que ça a probablement changé de gouvernement et comme ils ne se repassent pas le relais, bon ben voilà, ça reste dans les placards comme tout. Dernière question à ce monsieur. Liborio, c'est ça? Je ne sais pas. Non, c'est un monsieur avec un numéro de téléphone seulement, 07 96. Non, mais c'est pas le numéro de téléphone. Ah bon. Je vais essayer de trouver pour mettre mon vrai pseudo. Moi, c'est Fredo. Est-ce que vous avez entendu parler d'une plante? Alors, Adrien, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Bougez pas. Je reviens. Alors, la question. C'est une plante, elle s'appelle le maca, M-A-C-A. C'est une plante qui pousse en aridité donc dans les montagnes péruviennes entre 3005 et 4002. Cette plante-là est hautement nutritive. C'est un tubercule qui pourrait pousser dans le Sahara. Sachant qu'entre le choc de température entre la nuit et le jour, l'humidité redescend. Donc, on pourrait nourrir l'Afrique avec ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça s'appelle MACA, le maca. Non, je ne connais pas. Mais il y a tellement de choses. Mais c'est naturel. Adrien, c'est parfait ce que vous dites. Mais là, on pourrait sauver les gens. On pourrait leur donner à manger chez eux. Oui. Et, quand vous voyez que Nestlé Water apporte des bouteilles en eau qui viennent de chez nous, de l'Europe, là-bas, qu'on pourrait plutôt créer des usines de dessalination, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de voir le système. Non, mais tout est étouffé, tout ce qui pourrait être efficace. Et regardez les algues, c'est une des principales sources d'alimentation et d'énergie qui pourra servir. Et déjà, la spiruline, la chlorella, tout ça, ça sert. Et personne ne sait quand, par exemple, les végétaliens sont menacés d'être carencés en vitamine B12. Alors que personne ne leur dit que les algues, moi j'ai eu ce problème, j'étais au plancher des chiffres en vitamine B12 et j'ai pris régulièrement des cachets par cachet de spiruline ou de chlorella et en un an j'ai retrouvé des chiffres complètement normaux. Donc vraiment tout ça est étouffé de partout, toutes les informations. Mais dans le monde végétal, y compris les algues, les produits de la mer, on a tout ce qui est nécessaire et largement, à condition de ne pas continuer à polluer et à tout abîmer. Merci à tous, merci d'avoir été présents. On va conclure maintenant puisqu'on arrive à la fin, mais je voudrais surtout que cette émission serve à tout le monde à se rendre de 2 choses qui sont vitales. À travers tous ces enseignements qu'on vient de nous fournir, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de connaissances qui ne sont pas exploitées parce que ce n'est pas l'intérêt de nos dirigeants et de ceux qui les financent. Et donc, on est dans l'agriculture comme dans la santé privée de ce qui pourrait faire du bien à toute l'humanité et qui pourrait en fait résoudre la plupart de nos problèmes. Ensuite, il y a un deuxième point que je voudrais souligner, c'est que vous avez ici, grâce à ce gouvernement de la France libre, les gens qui peuvent s'exprimer, des gens qui se réunissent en commission, et vous avez là l'exemple du fonctionnement de ce que sera la France.
lorsqu'on aura enfin pu instaurer ce Conseil national de transition. C'est-à-dire des commissions où des gens qui connaissent leur sujet ont ensemble une multitude d'échanges à partager, de connaissances à partager, et que la synthèse de tout cela est ce dont profitera tout l'ensemble du public. Et là, vous venez de le voir dans l'agriculture, avec des gens qui complètent leurs informations, qui s'enrichissent chacun des connaissances des autres, et vous verrez la même chose dans la santé, et vous verrez la même chose dans l'éducation nationale. Et c'est pourquoi ce nouveau monde qu'on est en train de créer, vous en avez déjà une première image avec tout cela. Alors, voilà, appuyez-nous de toutes les façons que vous pouvez, appuyer la mise en place de ce Conseil national de transition, adhérer à ces idées. On ne vous demande pas de suivre un gourou, on ne vous demande pas de suivre un politicien, on ne vous demande pas tout ça. Aujourd'hui, je joue ce rôle de président juste pour vous mettre en place, et je n'y serai même pas dedans. Mais prenez bien la valeur réelle de tout cela. On est une porte grande ouverte sur l'avenir, une porte grande ouverte pour un futur heureux pour nos enfants. Voilà ce que nous sommes réellement. Alors, profitez des expériences, des connaissances de cette multitude de gens, parce qu'il n'y a pas que, il y a plein de gens en France. Beaucoup de gens ont nommé ici monsieur et madame Bourguignon, mais eux disent la même chose. Simplement, ils ont encore d'autres formes de connaissances et quelques échanges entre toutes ces personnes, mais c'est toute une richesse fabuleuse qui, pour l'instant, est entre nos mains et qu'on n'exploite pas. Et donc, voilà, on est la porte ouverte sur l'avenir et sur un futur heureux pour nos enfants, un véritable espoir. Et surtout, une remise en question de tous les concepts mensongers auxquels on nous a conditionnés. On nous a fait croire aux EGM, on nous a fait croire au réchauffement climatique, on nous fait croire à une fausse pandémie. Tout ça, c'est manipulé par à peine quelques personnes. Effacez tout cela et vous effacez vos peurs et vous redonnez la vie. Je conclus là-dessus en vous souhaitant bienvenue, une bonne nuit et bienvenue à tous ceux d'entre vous qui vont prendre la décision, cette fois-ci, peut-être de nous rejoindre et de participer avec nous à cette mise en place qu'on est en train de préparer. Parce que beaucoup de gens aussi demandent quand est-ce que vous allez agir, etc. Eh bien, c'est en route. C'est en route et vous pouvez prendre le train. Il est encore en préparation, il est encore dans la gare en train de s'équiper. Donc, vous pouvez venir avec nous participer à préparer tout ça. Merci à vous tous de votre présence, de votre fidélité et surtout de faire connaître ces échanges et ce fonctionnement particulier que seront les commissions qui vont gérer notre pays. Bonsoir à tous. À bientôt et à demain, si vous le voulez bien.